Bien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cet amphithéâtre Mireille Delmas-Marty qui a été nommé en mémoire d'une professeure de droit international malheureusement décédée prématurément. Nous avons donc aujourd'hui le très grand plaisir d'accueillir notre collègue Egas Moniz Bandera, qui vient d'Allemagne. Enfin, il est arrivé hier après moult péripéties, son train étant tombé en panne quelque part au milieu du duché de Luxembourg, et donc il est arrivé à Paris juste avant l'orage qui nous est tombé sur la tête. Donc vraiment encore merci à lui d'avoir réussi à nous rejoindre. Donc il est titulaire d'un doctorat obtenu dans le cadre d'un programme de co-tutelle entre l'université de Tohoku à Sendai au Japon et l'université de Heidelberg en Allemagne. On disait tout à l'heure, en plaisantant, mais à moitié seulement, le professeur Moniz Bandera, en fait, apporte l'excellence partout où il va. Il circule d'un centre d'excellence à un autre. Et il a été à ce titre professeur invité en histoire intellectuelle à l'université de Heidelberg, et il travaille actuellement comme chercheur au sein du projet de recherche Writing History with China à l'université d'Erlangen-Nuremberg, ainsi que comme chercheur affilié à l'Institut Max Planck d'histoire et de théorie du droit à Francfort. Alors, comme vous allez le voir par son propos aujourd'hui, donc le professeur Moniz Bandera, en fait, est à la fois en fait sur la discipline historique et le droit. Ses recherches portent sur l'histoire intellectuelle de l'Asie orientale dans un contexte global, et en particulier sur l'histoire de la pensée politique et juridique au XIXe et au XXe siècle. Il est coéditeur de plusieurs ouvrages collectifs sur l'histoire politique mondiale et l'historiographie chinoise, parmi lesquels Planting Parliaments in Eurasia, 1850 to 1950, Concepts, Practices and Mythologies. Alors j'aime bien ce titre, il s'agit de planter, au lieu de planter des arbres, on plante des parlements en Eurasie, publié par Routledge en 2021 avec Yvan Sablin, et un autre ouvrage publié également chez Routledge en 2022 qui s'intitule Parties as Governments in Eurasia, 1913 to 1991, Nationalism, Socialism and Development. Et il a publié de nombreux articles dans des revues telles que le Journal of Transcultural Studies, le Global Intellectual History, le Journal of Eurasian Studies et l'International History Review. Et il est actuellement vice-président de l'association allemande d'études chinoises. Donc là, je le mentionne spécialement parce que, enfin, moi-même, j'ai été impliquée dans l'association française d'études chinoises ainsi que l'association européenne d'études chinoises. Donc, les études chinoises sont quand même présentes en Europe. L'Europe a du mal à se faire, mais bizarrement, dans le domaine des études chinoises, l'Europe existe. Merci. Donc, la parole est à professeur. Merci beaucoup pour cette invitation et pour l'honneur de pouvoir parler ici à Paris, dans le Collège de France. En fait, c'est la première fois que je donne une présentation en français, et je n'ai pas l'habitude de parler français quotidiennement, mais il me faut venir plusieurs fois en France pour le pratiquer. Et je vous prie d'excuser mon français à niveau de
d'école élémentaire. Mais je vais commencer avec ma présentation. C'est pas mal, hein, comme... Oui, oui. Ma présentation sur les parlements. Et comme vous avez dit, j'ai fait de la recherche sur les parlements dans l'Eurasie. Ici, c'est les parlements de l'Empire Qing et de la République de Chine. Et spécifiquement la représentation de la Mongolie, du Tibet et du Xinjiang dans ces parlements. Et le point de départ pour cette recherche, c'est la recherche que j'ai faite et je continue à faire maintenant sur le mouvement constitutionnel de l'Empire Qing, de la dynastie Qing, comme un événement global. Je suis en train d'écrire un livre sur ce thème. Et l'argument principal de cette recherche est que l'effort de la dynastie Qing de se transformer en monarchie constitutionnelle, c'est d'une transformation globale dont par la Turquie, la Persie et la Russie principalement, et des autres pays aussi, comme vous voyez ici pour ceux qui lisent le chinois. Il y a aussi l'Égypte, Haïti, et le Maroc, et ici c'est la Russie. Et il y a une transformation qui impacte aussi en Chine. Et nous voyons que spécifiquement ces transformations en Russie et dans la Turquie et dans la Persie sont assez importantes pour les intellectuels chinois et les gens en Chine qui observent le monde aussi, parce qu'ils pensent que la situation de ces pays est assez pareille à celle de Chine. Et nous voyons ici, c'est une image de 1906 et l'autre de 1912. Et ici, dans cette image de 1912, nous voyons du drapeau de la Turquie et de l'Empire ottoman. Et c'est pourquoi? C'est parce qu'il y avait une révolution des gens turcs dans l'Empire ottoman qui a retransformé l'Empire ottoman en monarchie constitutionnelle aussi. Et donc, on voit dans les textes écrits par les intellectuels chinois du temps des réflexions sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour la Chine? Et on voit des réflexions comme, oui, mais la Turquie, c'est un pays musulman. Nous avons des provinces musulmanes aussi, le Xinjiang, le Shanxi, le Gansu. Il y a beaucoup de gens musulmans là-bas, de Turcs. Les Hui, dans cette époque, c'est un mot plus vide. Et ils ont l'habitude de suivre son propre religion, mais aussi ils veulent une constitution. Et maintenant, ils voient que la Turquie a une constitution aussi. Et ils s'opposeront certainement si aucun gouvernement constitutionnel n'est mis en place en Chine. En d'autres mots, on a peur que la transformation de Turquie et de la Russie aussi, dans le cas de la Mongolie, cause des mouvements indépendistes, séparatistes dans ces régions de l'Empire Qing. Comme dit, ce texte est probablement Liang Qichao, Jiang Wenshek, une association d'information politique qui se transforme plus tard dans le premier parti politique de Chine. Mais l'homme qui la fonde, c'est Liang Qichao. C'est un intellectuel assez important dans ce temps. Et il écrit que si on écoute les gens en Tibet, en Xinjiang,
probablement il n'a pas vraiment écouté. C'est qu'il pense ce que pensent les gens de Tibet et du Xinjiang. Ils sont exclus du Parlement. Le Dzongchen, c'est une espèce de parlement impérial qui est fondé en 1910. Mais ils voient que les Mongols des régions européennes de Russie, ils ont le droit de vote. Et ils voient que la Russie a des ambitions impérialistes envers la Mongolie. L'Angleterre a des ambitions impérialistes envers le Tibet. Et si les Tibétains mongols voient ces développements dans la Russie, ils vont aussi vouloir un parlement. Et si nous ne garantissons pas, comme Empire Qing, une représentation parlementaire pour eux, ils vont avoir des tendances centrifuges et leur donner un prétexte à la désintégration. Alors, pour faire ça, c'est pour comprendre ces remarques, ces réflexions, je pensais qu'il faudrait faire des recherches plus sur cette représentation de ces régions du jaune plus clair dans le Parlement chinois du début du siècle XX, qui est normalement la plupart de la recherche sur la Constitution chinoise ou sur l'histoire constitutionnelle chinoise, sur l'histoire parlementaire, c'est la recherche sur les régions du jaune plus fort, que ce sont les provinces traditionnelles, la Chine proprement dite, ou Indochine, la Chine antérieure, dont on parle chinois, ou des langues chinoises, dans le pluriel, et qui sont culturellement chinoises. Mais il y a ces régions, le Tibet, la Mongolie, le Xinjiang, qui traditionnellement sont gouvernés par des arrangements différents. Il y a un ministère à Pékin, le Li Fanyuan. Il y a plusieurs noms pour ce ministère, dans les plusieurs langues de l'Empire. Li Fanyuan, c'est en chinois, mais en mandjou et en mongol, le nom est différent. Et ce ministère s'occupe de ces régions, mais l'arrangement sont différents. Et c'est la nobilité mongole qui a la plupart du pouvoir en Mongolie. En Tibet, nous savons aussi que le gouvernement local à Lhasa a une autonomie très ample. Donc, ces régions ne font pas partie de l'arrangement traditionnel des provinces chinoises. Et ça change pendant le siècle XIX et les premières années du siècle XX. Le Xinjiang, il y a une grande révolte dans le Xinjiang et le Xinjiang est transformé en province en 1884-85. Il y a cette transformation et aussi parce qu'on a peur de l'impérialisme russe et anglais, ça a aussi fait une partie dans cette décision. La Mandchourie est aussi transformée en province un peu plus tard, mais la Mandchourie a une population majoritairement chinoise. Donc, ça ne fait pas les mêmes problèmes comme le Xinjiang, parce qu'ils parlent chinois, peuvent participer dans l'élection aussi. Donc, dans ces élections, la langue chinoise est la base pour la littératie en chinois, la base pour le droit de suffrage, etc. Donc, la Mandchourie est un cas un peu à part, mais la Mongolie n'est pas transformée en province et la Mongolie aussi
est divisée en deux. Il y a la Mongolie intérieure et la Mongolie extérieure, ce qui aussi est important pour comprendre que la Mongolie extérieure de l'empereur Qing s'est transformée en État indépendant, et le Tibet aussi. Donc, pour comprendre ça, j'ai emprunté des concepts, des idées de penseurs qui travaillent sur la Russie. Frederick Cooper et Jane Burbank définissent l'Empire russe comme un système politique de la différence, de la Polities of Difference, et des autres chercheurs sur la Russie définissent l'Empire comme un espace hétérogène, formé pour catégories sociales dynamiques. Mais ce qui importe ici, c'est qu'il y a une multiplicité d'administrations et un régime administratif qui n'est pas le même dans l'Empire entier. Et en application à Chine, David Brophy applique un modèle patrimonial et un modèle constitutionnel de représentation politique dans un article de 2012. Modèle patrimonial, c'est aussi une idée de Cooper Burbank. C'est l'idée que l'empereur a une relation patrimoniale avec les subordonnés, et c'est comme ça que fonctionne le gouvernement de l'Empire. Un modèle de hiérarchie de classes, c'est plus les classes horizontaux et l'aristocratie et des autres. Mais David Brophy dit que traditionnellement, l'Empire donne des titres nobles hiérarchiques pour le Mongol et reçoit de la loyauté de la nobilité de sa région. Et dans cette transformation constitutionnelle, il y a un modèle constitutionnel, donc c'est une personne a un vote, et c'est ça. Et c'est le nouveau paradigme. Donc, récemment, il y a plusieurs études qui font des recherches assez importantes sur aspects de cette transformation politique dans ces régions de l'Empire Qing et son place dans la transformation de l'Empire en État-nation chinois. On peut parler sur le livre de Julia Schneider, de Eric Schlüssel sur le Xinjiang, un livre plus récent de Halle Erolu-Saller sur le mouvement politique constitutionnel aussi des musulmans en Chine moderne. Et dans ce cadre, ma question c'est quel rôle a joué l'établissement d'une institution parlementaire au niveau provincial et central dans ce processus de transformation. Et comment est-ce que cette transformation se reflète dans moitié de l'Empire, parce que tout le monde parle sur l'histoire constitutionnelle de Chine, parle sur la Chine intérieure. Oui. Et là, pour essayer de donner une réponse à cette question, j'ai vu des tractats sur le droit constitutionnel dans le fin de l'Empire Qing. Et vraiment, il y a l'apparition d'un nouveau paradigme qui est sur la représentation uniforme et l'application uniforme de nouvel ordre constitutionnel
ce qui serait un idéal pour le nouveau État-nation. Donc, Bao Tingliang a écrit un livre, un compendium de droit constitutionnel en 1910, qui est le livre le plus développé sur le droit constitutionnel dans ces années 1905 à 10. Et il écrit que nous appelons l'empire de Grand Empire Qing, ou empire Dai Qing. Et l'article 1er parle de ce empire, mais ne fait pas une division sur la Chine intérieure, la province de l'intérieur, le Neidi, et la Mongolie et le Tibet. Et par conséquent, l'efficacité de la Constitution s'étend à toutes ces régions. Bien, mais on peut voir ici qu'il parle de la noblesse de la Mongolie et du Tibet. Ça va être assez important parce que ces régions posent des problèmes spécifiques. On peut voir aussi qu'il y a un espoir pour un Parlement, que le Parlement ne représente pas, ne soit pas une représentation seulement de la diversité de l'Empire, mais que le Parlement crée une nouvelle unité impériale. Alors, le Parlement, il y a des divisions politiques, mais le Parlement est la fondation d'une action commune et d'un esprit qui deviendra aussi unifié. Si tous les Mandchous, les Han, les Mongols, les musulmans et les Tibétains sont représentés également dans le Parlement, tous agiront pour un objectif commun. Et le Parlement n'est pas là pour représenter il est pour représenter la diversité, mais principalement pour créer une unité nationale dans cet empire. Alors, beaucoup de gens voient qu'il y a des problèmes avec ce nouveau paradigme de représentation égale. Beaucoup de gens à Pékin font des arguments un peu racistes, que la Mongolie n'est pas tellement développée, et ils ont des cultures inférieures. On lit ça beaucoup de fois. Tibet est superstitieux, Mi-Shin. C'est un argument qu'on lit beaucoup. Aussi, l'autre argument est manque de connaissances linguistiques, parce qu'en Mongolie, on parle et on écrit le mongol, pas le chinois. Ils ne peuvent pas participer dans le parlement chinois s'ils ne parlent pas la langue, le mandarin. Mais aussi des problèmes d'infrastructure, parce qu'il n'y a pas de chemin de fer. Et ce point a une partie de vérité, parce que quand le Parlement est installé en 1910, le représentant, le député tibétain, n'a pas pu arriver à temps à Pékin, parce qu'il lui a pris 2 mois d'arriver à Pékin pour rejoindre la session du Parlement. Et aussi, il y a une basse densité de population, parce que ces régions sont assez larges en territoire, mais la population est basse. Donc, la proportionnalité est difficile. Si la proportion pour éleger un député dans une province comme Jiangsu est 1 pour 400 000, ce serait un député pour le Tibet entier. C'est un problème aussi, la représentation proportionnelle de dans le Parlement. Donc, donc c'est aussi que parle Bao Tingliang ici, qu'on pourrait
presque oublié qu'il s'agit du même pays. L'écriture et les habitudes sont éloignées et ne pouvons pas compter sur cette représentation à la Chambre haute pour apporter la civilisation. On voit ce discours aussi qui est international dans ce temps à la Mongolie et au Tibet. Il y a aussi des gens comme Yang Du qui parlent assez beaucoup de la langue chinoise et Yang Du utilise ce mot standard de civilisation. Il parle de Wenhua Zhi Biaozhun. Je pense que cela soit une traduction d'un discours qui est court sur le monde. Et il dit que les Mongols et les Tibétains ne peuvent pas être représentés dans le Parlement central à cause de la langue, mais c'est aussi un incentive pour les assimiler, les Tonghua, les faire se tourner chinois. C'est un argument qui apparaît aussi. Si nous convoquons un Parlement, ils vont avoir une raison de se tourner chinois, d'apprendre le chinois, et ils vont vouloir être représentés dans le Parlement central et vont vouloir apprendre chinois. Donc le Parlement est aussi une méthode pour Yang Du de transformer d'assimiler ces ethnicités et de créer une ethnicité unifiée chinoise dans la création de cet État national chinois. Mais malgré ces problèmes réels ou non de la représentation de la Mongolie et de Xinjiang et du Tibet, c'est aussi un consensus qu'on ne peut pas non plus exclure ces régions des limites de la civilisation, exclure de la communauté du nouveau État national, et qu'on doit trouver une solution pour cela. Et la solution, c'est qui s'appelle Fanshu Xianzheng, constitutionnalisme des zones frontalières, ou des zones de dépendance des frontières, des Fanshu de ces régions. Et ce qui se veut dire, c'est un compromis qui voit une représentation parlementaire, mais pas l'élection. Et pour expliquer ça, on doit commencer par le Xinjiang, parce que le Xinjiang est officiellement une province. Donc, il y a des gens dans le gouvernement central, le gouvernement de Pékin, à Xinjiang, le gouvernement de la province, qui voient la province comme une colonie. Mais il y a aussi des gens qui disent voilà, c'est une province comme toutes les autres, et nous devons appliquer les politiques centrales au Xinjiang comme toutes les autres. Et il y a un livre récent d'Eric Schlüssel qui décrit cette histoire du Xinjiang, assez intéressant. Ce monsieur à gauche, Wang Shunan, et part de ce courant plus radical qui voit le Xinjiang comme une colonie. Les locales, les indigènes de Xinjiang seraient comme les Africains pour les colonies européennes, et le Chinois serait comme le blanc minoritaire. C'est assez controversé aujourd'hui. Bon, c'est assez controversé dans le temps encore déjà. L'homme à la droite, Long Pei, un autre membre du gouvernement provincial, n'est pas d'accord
avec cette interprétation. Donc, il y a des controverses sur comment traiter le Xinjiang. Et ce qui paraît est que dans la fin, le Xinjiang est aussi inclus dans le Parlement officiellement. Le Parlement, il y a un Parlement provincial, mais il n'y a pas des élections. Donc il y a un bâtiment pour le Parlement, mais pas des élections, parce qu'il n'y a pas de gens pour voter en chinois. Il n'y a pas de candidats qui passent les requériments pour se candidater. Mais officiellement, il y a un bâtiment pour la province. Et officiellement, il y a aussi une représentation de ce Parlement provincial dans le Parlement central. Donc, ce que dit ce rapport diplomatique, c'est que à cause du risque du séparatisme, on a essayé d'appliquer le même standard au Xinjiang que dans le reste de la Chine. Mais aussi, le Xinjiang a une représentation dans le cadre de ce constitutionnalisme frontalier. Et plus proprement dit, le constitutionnalisme frontalier, le Fanshu Xianzhang, et aussi un propos de Liang Qichao, probablement, et le Zhong Wanshe publie un mémorandum sur la question et propose qu'il n'y ait pas des élections dans la Mongolie, dans le Tibet, mais que l'on fait la même chose que l'Angleterre fait avec l'aristocratie anglaise et l'aristocratie écossaise. Donc, il convient de traiter la Mongolie en copiant la méthode par laquelle l'Angleterre traite l'Écosse et l'Irlande, en laissant leur ligue nommer une personne ou deux personnes comme membres du Zhejiangyuan. Le Zhejiangyuan est le parlement provisionnel de la fin de l'Empire. Et traiter le Tibet comme l'Angleterre traite le clergé, nommant quelques lamas, kalompa, kablon, kaz et tsongkapas, etc. Et ça, c'est un passage assez drôle, parce qu'il est clair qu'il ne s'intéresse pas pour le Tibet, parce que kalompa, kablon, c'est la même chose, et tsongkapa, ce n'est pas un titre. Tsongkapa, c'est un nom d'un penseur médiéval du siècle XIV. C'est comme dire, ils doivent nommer quelques Diderot et Voltaire pour le Parlement, pour leur faire représenter et leur donner quelques sinécures et acheter leur loyauté en leur donnant une représentation dans la haute chambre du Parlement. Donc, ça c'est la nouvelle nobilité, c'est la représentation parlementaire dans le House of Lords. Et Liang Qichao, dans ce temps, est officiellement banni de Chine. Il vit au Japon, mais il est assez influentiel. Et c'est presque la même chose que le gouvernement et le Li Fanyuan proposent un peu plus tard aussi dans ce document qui propose le constitutionnalisme de zone frontalière. Et donc, enfin, il n'y a pas de parlement provinciaux en Mongolie, au Tibet, mais voilà, il y a des gens qui veulent transformer la Mongolie, spécialement la Mongolie intérieure, en province avec une assemblée provinciale, mais ça ne marche pas. Le Parlement provincial au Xinjiang est institué, mais ne fonctionne pas. Et
il n'y a pas d'élection pour la Chambre basse. Et la Chambre basse et la Chambre haute de ce Parlement provisionnel sont unis dans une chambre. Moitié de ce Parlement, le Zhejiangyuan, qui s'est établi en 1910 et 11, moitié est élu, envoyé pour les parlements, les assemblées provinciaux élus, et l'autre moitié, c'est des gens nommés par l'empereur. Et parmi cette moitié nommée par l'empereur, il y a 14 sièges sur 100 qui représentent les nobles mongols. 12 de ces 14 gens sont mongols. Un est tibétain et un du Xinjiang. Donc, mais c'est la représentation à la Chambre haute qu'il faut représenter ces régions et ce qui, bien sûr, qui propose comme faire représenter ces régions comme l'Écosse est représentée dans la Chambre haute anglaise. Donc, il y a en fait plusieurs élites mongoles qui participent de cela et veulent faire partie de transformations dans l'Empire Qing. L'élite mongole n'est pas unifiée non plus. Et, par exemple, le prince Palta, c'est un Mongol qui a un prince mongol qui a son cours au Xinjiang, pas en Mongolie proprement dite, mais il est assez actif dans ces transformations, les nouvelles politiques de la Chine. Ou Gongsa Norbo, qui est membre du Sénat républicain plus tard, mais aussi est un peu déceptionné plus tard par la politique à Pékin. Et il y a une autre partie de l'élite mongole qui déjà ne se voit pas comme part d'un État national chinois. Il se voit comme part de l'Empire Qing et d'une union avec les Mandchous, mais pas d'un État chinois. Et déclare l'indépendance de la Mongolie en 1911. Ça devient une autre histoire, l'indépendance de la Mongolie, mais ses origines sont ici aussi. C'est l'indépendance de la Mongolie. Et c'est quelques mois devant la proclamation de la République de Chine, quand il voit que l'Empire ne va plus exister plus pour long, il déclare l'indépendance de la Mongolie. Donc, l'indépendance de la Mongolie, c'est un événement traumatique pour les politiciens en Pékin. Et dans la nouvelle République, on installe une nouvelle idéologie que la République des cinq races, le Wuzhu Gonghe, fameux. On thèse les cinq principales ethnicités de l'Empire seraient les ethnicités constituantes de la République. Les Chinois, Mandchous, Mongols, Tibétains et les musulmans. Mais c'est la théorie. Ils ne doivent plus, comme le président Yuan Shikai dit, à l'époque du gouvernement impérial, porter la dénomination dépendance frontalière. Fanshu, c'est proscrit maintenant. Mais les normes et l'institution ne sont pas unifiées tout de suite. Donc, les règlements intérieurs continuent en effet. Et qu'est-ce que ça veut dire pour le Parlement? Donc, il y a des débats assez
controverses dans le Sénat provisionnel de la République. Et lire ces transcrits des débats est assez intéressant. Parce qu'il y a un nouveau paradigme pour la représentation. C'est une république unitaire, ou une république de cinq races, dont donc tous les races, toutes les ethnicités, les Wuzhu, doivent en thèse être représentées également dans le Parlement, dans les deux chambres du Parlement, le Sénat et la Chambre des députés. Théoriquement, un sénateur dit que l'article 12 de la Constitution provisoire dit que les citoyens ont le droit de voter et d'être élus, et les Tibétains et les autres sont des citoyens. Et si l'on leur retire le droit de voter et d'être élu, on leur retire aussi la citoyenneté. Mais il y a beaucoup de gens qui disent nous ne pouvons pas traiter la Mongolie et le Tibet de forme égale, avec les mêmes arguments qu'avant. Mais pour cette position, la position principale de la Nouvelle République, ça ne marche pas comme ça. Comme Liu Chongyao dit, si nous ne donnons pas le droit de voter aux Mongols et aux Tibétains, ça ne serait pas une Wuzhu Gonghe, une république de 5 ethnicités, mais une république de 3 ethnicités, de l'inégalité, pas de la Gonghe, la Wuzhu Pu Gonghe, l'inégalité entre les 5 groupes. Et il critique assez ces arguments qui veulent introduire une représentation inégale. Et même ceux qui veulent une représentation inégale sont un peu en retraite et disent c'est seulement que le système n'a pas changé et nous ne pouvons pas faire cette transformation d'un jour à l'autre. Et nous devons temporairement et exceptionnellement attendre que la politique soit réformée et les mixins, les superstitions soient éliminées pour pouvoir faire une représentation égale pour tous et tout, pour tout dans la Nouvelle République. Mais autres disent, c'est irréalisable, c'est un discours vain et creux, impossible à mettre en œuvre dans la réalité. Oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce débat est mélangé un peu avec le débat sur le suffrage, sur des autres formes de suffrage. Nous voyons un échange de mots entre un sénateur, Liu Chongyao, et l'autre, Du Qian, qui parlent d'exactement cela. Et Du Qian dit, les peuples de Mongolie, on parle du peuple chinois, pourquoi les femmes ne peuvent pas voter? Ils sont aussi part du peuple chinois, et c'est un argument de 1912, et le suffrage féminin va être introduit en 1947. Donc, il est un des premiers gens politiques en Chine à demander un suffrage féminin aussi. Et Liu Chongyao ne sait pas ce qu'il doit répondre à cela. Il dit les Mongols et les Tibétains sont citoyens de la République de Chine. Les femmes, bien sûr, sont également des citoyens de la République de Chine. Et de tiens, mais pourquoi ils ne peuvent pas voter?
Oui, mais les femmes mongoles ne peuvent pas voter non plus. Liu Chongyong ne sait pas que répondre à cette interjection de Du Qian. Mais, dans la fin, officiellement, le suffrage est donné aux Mongols et aux Tibétains, mais pas le suffrage féminin. Et en principe, il y a une représentation égale pour les régions périphériques dans les deux chambres du nouveau Parlement, le Sénat et la Chambre des députés. En pratique, ça c'est beaucoup plus compliqué parce que à cause de la disproportion de la population, on ne donne pas, on ne définit pas le vote en Mongolie par la définition, mais par la population, mais par les liens, comme on se dit, le main administratif, les régions administratives de la Mongolie. Donc, il y a 30 sièges pour les Mongols dans le Parlement, ce qui est beaucoup plus que leur population. Et pas pour la Mongolie entière non plus. Donc, c'est 30 pour les Mongols intérieurs, Mongols extérieurs, mais pas pour les Mongols au Xinjiang. Donc, les Mongols au Xinjiang disent nous voulons aussi plus de représentants. Et les Mongols extérieurs ne peuvent pas voter parce qu'ils sont indépendants. La Chine ne reconnaît pas l'indépendance de la Mongolie, mais il n'y a pas des élections en Mongolie extérieure. Donc, ces sièges sont occupés par des princes mongols qui vivent en Pékin. Donc, ce n'est pas comme le principe dit que c'est une représentation égale. Ils sont occupés de manière irrégulière. Et aussi, pour une grande part de la population mongole et tibétaine, le vote n'est pas possible à cause de la connaissance de la langue. Il y a une thèse de doctorat assez intéressante de Khojani sur la langue manjou dans cette époque. Et Khojani dit que la littératie est définie comme la capacité à lire et écrire le chinois. Donc, si les règlements électoraux veulent littératie, c'est littératie en chinois, pas littératie dans les langues, dans les autres langues de l'Empire. En pratique, cela exclut aussi une grande partie de la population dans ces régions. Et cette pratique qui n'est pas en conformité avec le principe de représentation égale donne aussi des raisons pour des groupes pour argumenter que c'est un traitement préférentiel, Yaodai pour la Mongolie. Oui, probablement il y a un peu de vérité en cela aussi, qu'on voulait donner plus de sièges pour la Mongolie pour leur maintenir dans l'Empire, en face de l'indépendance de la Mongolie extérieure. Mais autres groupes de musulmans, de Mandjous, font aussi des mouvements politiques pour obtenir leur propre contingent de représentation. Sans succès, mais ça c'est un problème politique dans les années 1910 jusqu'à 1920 dans la Chine. Alors, pour finir, je pense que le temps soit presque fini.
nous voyons une introduction de nouveaux modèles parlementaires qui se fait dans un contexte global, mais en partie aussi fait une poursuite des modèles traditionnels du gouvernement. Et le Parlement sont un instrument qui assure la cohésion, sont pensés pour assurer la cohésion de l'État, et la loyauté des préférés ne fonctionne pas comme le gouvernement de Pékin l'a prévu, mais c'est l'idée dans le début pour le moment. Et il y a un débat aussi si le groupe non-Han, le Mongol et les autres, doivent s'assimiler Tonghua avant de participer dans le Parlement, ou s'ils doivent premier s'intégrer, se naturaliser Guihua pour être intégrés de manière plus forte dans le nouveau État-nation chinois. Ce sont deux modèles, un modèle uniforme et différencié, les deux sont présents dans le fin de l'Empire Qing et durant la République, avec des priorités différentes, parce que la République a un nouveau paradigme constitutionnel, mais les deux idées sont présentes avant et après la proclamation de la République. Et les idées sont compromis qui ne marchent pas en pratique et laissent les partis insatisfaits, les représentants mongols qui vont à Pékin et retournent en Mongolie, disent nous n'avons pas de représentation effective, ils n'ont pas écouté nos demandes, etc. Et c'est aussi, je pense, probablement une contribution de la sinologie et des études chinoises pour la recherche sur le parlementarisme, qui voit le Parlement sur un point de vue européen encore, mais les parlements ont des fonctions différentes dans diverses parts du monde, et ces contributions peuvent démontrer pourquoi cette institution, un parlement, assemblée représentative, sont aussi importantes dans des autres contextes qui ne sont pas le contexte européen. Et avec ça, je vous remercie pour votre attention et c'est vous avez. Merci au professeur Moniz Bandera pour cet exposé qu'il a fait l'effort de faire en français. Je crois qu'on peut déjà lui en savoir gré. Et je pense que tout le monde a bien perçu que cet exposé nous éclaire justement sur les antécédents de la situation que nous avons actuellement. Et qui montre, enfin c'est ce que j'ai retenu de cette présentation, qui montre à la fois enfin les efforts qui ont été faits justement pour penser cette transformation de l'empire mandchou, de l'empire Qing, en État-nation moderne. Et au centre de cette transformation, vous avez évidemment la question du parlementarisme et du constitutionnalisme. Et vous voyez un petit peu que justement comment les choses ont été appréhendées, interprétées, adaptées, avec plus ou moins de succès. Mais on voit bien que en réalité, on n'arrive pas véritablement à sortir de ce schéma de la centralité Han, qu'on retrouve encore aujourd'hui, un siècle plus tard, et même renforcé. Parce que, comme on l'a vu aussi dans la conclusion, donc il est question donc d'assimilation, Trongroi,
c'est-à-dire assimilation, ça veut dire rendre tout le monde uniforme. Hein, bon. Et le mouvement qui accompagne cette assimilation, c'est l'intégration. Hein. Alors l'intégration, il ne faut pas le comprendre, enfin, nous sommes dans un contexte républicain français, ce n'est pas du tout ce que nous imaginons en France. L'expression chinoise « guihua », c'est un mouvement de retour. Quoi, c'est vraiment comme on rentre à la maison, quoi. Hein, bon. Donc l'intégration, c'est ça. C'est-à-dire que on demande à tous ces Mongols, ces Tibétains, ces Ouïghours, etc., de rentrer à la maison, c'est-à-dire rentrer de force, si nécessaire, dans la maison Han. Hein, bon, donc là, malgré justement c'est quand même remarquable, justement, à travers les recherches du professeur Moniz Bandera, de voir dans le détail les débats qui ont eu lieu quand même au début de cette période républicaine. On voit que ça discute ferme. Hein, je veux dire, bon, c'est une situation qu'on imagine difficilement maintenant. Hein, bon, donc là, ça discute ferme, mais quand même, au bout du compte, on n'arrive pas à sortir de ce schéma très centralisateur. Hein. Alors, sous prétexte de ce problème linguistique, c'est-à-dire que bon, alors le parlementarisme a bon dos, parce qu'en fait, évidemment, quand on discute dans le Parlement, quand il s'agit d'organiser des élections, de voter pour quelqu'un, il vaut mieux que ce soit dans une seule et même langue. Hein, bon, et donc là, on a justement l'alibi. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. Hein, peut-être j'ai mal compris, mais enfin, l'alibi idéal. Pour dire, bon, ben, la langue commune, ça va être justement ce qu'on appelle encore actuellement en chinois, ce que dans les médias occidentaux, on appelle le mandarin, qui est je répète encore une fois, une désignation, mais totalement erronée, inappropriée. Le mandarin, c'est ce qu'on appelle en chinois le putonghua, c'est-à-dire la langue ordinaire, la langue commune. Hein. Alors, la langue commune, c'est implicitement, ça ne peut être que le chinois. Voilà. Donc, et là, vous avez actuellement, effectivement, enfin, un siècle plus tard, la Chine entière, dans toutes ces régions, dites autonomes ou pas, hein, la langue commune, c'est le chinois, et pas d'autres. Et donc, vous avez même actuellement, en fait, une quasi-éradication de toutes les langues, justement, périphériques, hein, en Mongolie, au Tibet, il y a comment dire, vraiment simplement, enfin, c'est un effort, enfin, en tout cas, une entreprise d'éradication donc des langues. Des langues propres justement à ces ethnies. Alors la langue aussi, c'est un alibi pour ne pas parler d'ethnie. Hein. Soi-disant, bon, en Chine, on ne connaît pas les ethnies parce que en fait, on parle en termes de degré de civilisation. Bon. Mais tout ça, en fait, on voit bien en fait quels sont les enjeux ici et comment ces enjeux sont traités actuellement. Bon, je m'arrête là avant d'aller trop loin. Alors, je vois parmi nous, enfin, des personnes qui auraient sans doute envie de poser des questions. Alors, vous pouvez les poser dans la langue que vous voulez, anglais, français, allemand, chinois, japonais éventuellement, je ne sais pas. Oui.